Bonjour Catherine. On est ravi que tu puisses participer à ces petites capsules de vidéos autour de la pédopsychiatrie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au développement de l'enfant. Alors, je te présente, tu es psychologue clinicienne, tu es professeure émérite en psychologie, tu es présidente de l'association Clinique des apprentissages, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et puis tu es secrétaire du conseil scientifique de la SFPE-ADA. Alors, le petit humain commence par être un nouveau-né. Et on a l'impression que le nouveau-né est mystérieux, qu'on ne sait rien de lui, mais en fait, les psychologues savent beaucoup Ah. de choses du nouveau-né. Oui, mais merci beaucoup Bruno et bonjour. Déjà, je suis tout à fait ravie de pouvoir participer à ces petites capsules. Alors, cette question, alors je ne sais pas si on sait autant de choses que ça sur les nouveau-nés et c'est vrai que c'est quand même une question et une énigme. Que savons-nous de ce que savent les bébés, les nouveau-nés, et de comment se développent les enfants et surtout la grande question, c'est comment fait-on pour le savoir? Alors, Oui. il faut quand même rappeler qu'il existe, bon, grosso modo, deux sortes de connaissances permettant de comprendre le développement de l'enfant, qui renvoient à deux bébés différents, le bébé de l'observation standardisée ou pas, qu'on appelait le bébé de Piaget, le bébé du développement, et puis le bébé reconstruit après coup, le bébé de la psychanalyse, reconstruit rétrospectivement à partir de l'analyse d'adultes ou d'enfants, à partir d'entretiens, à partir de l'anamnèse aussi rapportée par les parents. Et dans un article sur les théories du développement, d'ailleurs, Lisa Hous et Mario Speranza Mhm. rappellent, et je crois que c'est important, que le microscope de la reconstruction et le télescope de l'observation exigent d'être en confrontation constante, car le monde subjectif du DB nous est difficilement accessible, et je pense qu'on doit rester modeste. Mais tout de même, il faut rappeler que nous sommes d'anciens bébés et que notre subjectivité et notre interprétation des faits sont inévitables, y compris dans des dispositifs d'observation très, très rigoureux. Ainsi, on s'est rendu compte que le nouveau-né, très tôt, dès les premiers jours, nous observe aussi et va pouvoir modifier la relation, provoquer la relation. Et ça, c'est tout de même la perspective de Devreux, c'est-à-dire que l'observateur, même très cognitiviste, très neuroscientifique, fait partie du dispositif. Et donc, nos représentations du bébé et les interprétations que nous allons proposer, nous faire de son comportement, sont également dépendantes de multiples facteurs. C'est important parce qu'on pourrait être un peu dans la toute-puissance avec les bébés, c'est tellement énigmatique, ça renvoie tellement au mystère des origines. Donc, il y a des facteurs quand même qui jouent. Donc, le contexte historique et social déjà, c'est-à-dire que, bon, on sait que jusqu'en 1950, les spécialistes considéraient le bébé, qu'on appelait le nourrisson d'ailleurs, on n'utilise plus ce terme. Nourrisson, c'était un tube digestif. Et puis, on a eu les traumatismes infligés aux bébés lors de la Seconde Guerre mondiale, des orphelins, des enfants placés, qui ont permis malheureusement un changement radical et notamment, je dirais, un droit à la vie psychique pour les bébés. Et d'ailleurs, c'est en 1943 qu'apparaissent les deux premiers grands tableaux de la pédopsychiatrie, l'autisme infantile précoce de Kanner et les dépressions du bébé avec Anna Freud. Et ensuite, la dépression sévère pouvant aller jusqu'au décès du bébé, c'est l'hospitalisme de Spitz. Et puis, plus tard, dans les années 80, avec l'émission très connue Le bébé est une personne, le bébé devient un petit être fascinant, doté de compétences, mais aussi d'un psychisme, parce que actuellement, on est très centré sur les compétences et un peu moins sur le psychisme, mais c'est quand même un tout. Et à partir du moment où on va reconnaître une vie psychique au bébé, on va devoir aussi accepter qu'il soit concerné par le risque de la folie, l'autisme, et ou de la souffrance psychique, les dépressions et d'autres difficultés, d'autres aléas. Et donc, ça a été difficile à accepter pour les adultes, les parents qui se sentent remis en question. Et aujourd'hui, on accepte beaucoup moins cette idée de la souffrance psychique avec tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. On résume ça à des neurotypiques ou des neuroatypiques, etc. Un autre facteur, c'est qui influence, mais qui nous pousse à penser aussi finalement et qui modèle aussi nos observations, c'est notre désir de savoir ce que pense le bébé, voir ce que ressent le fœtus même,
Eh bien, c'est lié quand même à nos fantasmes concernant la quête des origines. Qui d'entre nous n'a jamais été fasciné par le regard sérieux et énigmatique d'un nouveau-né? La question du savoir des bébés, de ce qu'ils savent, renvoie aussi au mythe du nourrisson savant, soit un bébé pulsionnel et jouisseur à qui on ne refuse rien. Alors, il y a deux versants. Il y a aussi le bébé idéal qui détient la connaissance universelle. C'est aussi ce que raconte le mythe biblique de l'empreinte de l'ange. Hmm. Juste avant la naissance, un ange pose son doigt sur les lèvres du bébé, d'où le sillon nasogénien, qui oublie tout ce qu'il a appris au paradis et qui va devenir innocent. Bon, ça, c'est une référence à la connaissance sexuelle et au refoulement, à Ève et Adam. Enfin. Et donc, cette fascination qu'on éprouve et qui permet aussi cette illusion anticipatrice des parents, puisque leur bébé est toujours le plus beau, le plus intelligent, eh bien, cette fascination, je trouve qu'elle apparaît dans les titres évocateurs de podcasts très intéressants qui fleurissent sur les ondes radio au sujet des bébés, justement. En 2021, on a eu le génie des bébés. En Hmm. 2025, les super pouvoirs des bébés. Freud parlait de Sa Majesté le bébé. Et c'est vrai que le bébé nous donne aussi une sorte d'éternité. Freud, qui avait appelé sa fille Anna parce que c'était celui d'une de ses sœurs décédées, il disait, je tenais à ce que leurs prénoms ne fussent pas choisis d'après la mode du jour, mais déterminés par le souvenir des personnes chères. Leurs noms font des enfants des revenants. Enfin, le seul moyen d'atteindre l'immortalité n'est-il pas pour nous d'avoir des enfants? Alors aujourd'hui, les expériences se multiplient pour comprendre ce que c'est le bébé. Je dirais plutôt ce qu'il ressent, ce qu'il se représente. On voit bien que nous avons nos projections. Pour nous, c'est un savoir, mais il ne s'agit pas vraiment d'un savoir. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est quelle conscience il a de lui-même. Or, toutes les recherches tendent à montrer que le bébé n'est pas dans un état indifférencié, un narcissisme primaire, comme on le pensait, mais qu'il dispose dès la naissance de moments de différenciation et qu'il aurait finalement accès très tôt à l'intentionnalité. Il ne s'agit pas d'une conscience de soi, mais d'une capacité à expérimenter, à repérer les changements. Le bébé est un petit chercheur, il fait des hypothèses. Alors le bébé, le nouveau-né ne parle pas, mais il a ce qu'on appelle un langage transmodal, c'est-à-dire qu'il peut transférer d'un registre sensoriel à un autre. Parler avec les mains, toucher avec les yeux. Par Hmm. exemple, on a montré qu'un bébé de quelques jours, si on lui met une tétine d'une certaine forme dans la bouche sans qu'il la voie, il va la reconnaître ensuite sur une photo. Voilà, donc il Hmm. a transféré d'un registre très sensoriel, oral, à un registre visuel, spatial, visuospatial. Et alors, comment est-ce qu'on va mesurer tout ça? Bon, c'est difficile et les méthodes restent discutables puisque c'est à partir des temps de regard qu'on Hmm. va étudier ces discriminations, mais on n'est pas certain. On ne peut pas entrer dans la tête d'un bébé, pas plus que dans celle d'un adulte d'ailleurs. Voilà, ce sont les limites à l'intersubjectivité, à l'altérité. Donc, on va mesurer à partir des temps de regard ou à partir des modifications du rythme cardiaque. Autre question donc, qui concerne la conscience de soi, c'est celle de l'intentionnalité. Eh bien, on s'est rendu compte que le bébé fait preuve très tôt d'une intentionnalité. Ainsi, aujourd'hui, on ne parle plus de ce fameux sourire aux anges qui était comme un réflexe, un automatisme quand le Hmm. bébé était repu, parce qu'on a fait des expériences avec des mères voyantes et des mères non-voyantes qui ont montré que si la maman non-voyante ne répond pas au sourire du bébé parce qu'elle ne le voit pas, Hmm. le bébé va cesser de sourire. Bien sûr, il va trouver d'autres modes de communication. Et à partir de là, j'insiste avec Winnicott sur le fait qu'un bébé, un enfant, n'existe pas sans ses parents et le Bien sûr. développement ne peut se faire qu'en relation avec un environnement suffisamment bon, y compris le développement neurologique, le développement du cerveau. Comme le disait Winnicott, un environnement suffisamment bon, c'est un environnement imparfait, qui ne comble pas tous les besoins de l'enfant. On pourrait dire un environnement suffisamment passable, stable mais transformable, pour que l'enfant puisse se différencier et se construire dans une pensée réflexive sur lui-même. Alors les bébés sont, bon, ça fait partie des méthodes aussi, les bébés sont très sensibles aux effets de surprise, aux changements dans les rythmes, les macro-rythmes, c'est-à-dire les rythmes sur une journée, mais aussi les micro-rythmes, comme dans les comptines. Vous savez, dans les comptines, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, guili Hmm. guili, ou bateau sur l'eau et plouf, il y a toujours une chute. Et Daniel Marcelli a écrit à ce sujet un ouvrage au beau titre, La surprise, une chatouille de l'âme.
Les bébés adorent être surpris. Ils sont sensibles à ce qui est incongru, Mm. inhabituel, ce qui peut déclencher le rire. Les bébés ont de l'humour très tôt. Et donc, à partir de ça, on l'a tous expérimenté. Moi, j'ai un petit-fils quand il avait 6, 7 mois, je prenais son doudou et je faisais comme lui, je me mettais le nez dans le doudou en faisant des mimiques un petit peu exagérées comme on fait avec les bébés, et ça le faisait rire. Et je me disais, mais comment c'est-il que c'est drôle et que c'est incongru que moi je prenne le doudou? Voilà, je trouvais ça assez extraordinaire. Et alors, on a mené des expériences aussi qui montrent que dès 6 mois, le bébé peut dénombrer. Donc, par exemple, si on lui montre 5 objets qu'on va cacher derrière un cache, et puis on va mettre encore 5 nouveaux objets qu'on va cacher aussi derrière le même cache. Et si on enlève le cache et que, à la place des 10 objets qui devraient s'y trouver, on n'a laissé que 5 objets, eh bien le bébé est surpris alors qu'il ne l'est pas si on lui montre les 10 objets, même si on met 12 objets, parce qu'évidemment c'est approximatif, il ne compte pas. Voilà, et donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que, mais ça, bon, les psychanalystes le savent tout de même, ça veut dire que le bébé perçoit le manque, qu'il le comble par des représentations. Et ce processus, il est fondamental aussi au niveau affectif. Donc le bébé s'aperçoit qu'il manque des objets, mais quand sa mère n'est pas là, quand il a faim, qu'il a envie de téter, du biberon, comme le disait Freud, il va halluciner en quelque sorte l'objet, il va se le représenter, ce biberon qui tarde à venir, puisque sa mère n'est pas omniprésente. Il se crée des représentations et c'est le début de la pensée. Et on s'aperçoit que ça commence dès le début. Mm. Et puis, certaines expériences ont montré aussi de manière fortuite, parce que l'observateur fait partie du dispositif, que le bébé provoque l'adulte. Il n'est pas passif. Dès la naissance, il peut initier une forme de communication très tôt. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la question fondamentale qui anime les chercheurs, y compris ceux qui n'ont pas une orientation psychanalytique, c'est comment se développe la Mm. subjectivité, comment est-ce qu'on devient un être humain, c'est-à-dire l'identité, et ensuite comment on devient un homme ou une femme, les identifications. Et comme le disait Diatkin, et comme il faut rester modeste, Diatkin disait, je suis fasciné, comme tout être humain, par la résurgence de l'archaïque, par la présence de l'antique, enfin de l'originel, mais le plaisir que j'en tire me rend d'autant plus méfiant devant l'illusion des origines. Mm. Donc on a encore Mm. beaucoup à apprendre des bébés. Oui, oui, c'est fascinant, mais il faut rester humble parce que finalement, on ne sait pas grand-chose. Mais alors, dans ce développement, est-ce qu'il y a des discontinuités? Est-ce qu'il y a des, des étapes fondamentales comme parfois on l'entend? Oui, alors effectivement, voilà, on va poursuivre chronologiquement avec le développement de l'enfant et ses éventuelles discontinuités. Alors, si Freud, alors Freud a posé en 1905 les jalons d'une théorie de ce qu'on appelait le développement psychosexuel de Mm. l'enfant à partir des analyses d'adultes, mais il a aussi prôné et pratiqué l'observation directe ou indirecte de l'enfant, y compris ceux de sa famille, comme l'avait fait Piaget, comme l'a fait Piaget ensuite, et puis comme l'ont fait bien d'autres chercheurs. Mais c'est sa fille, Anna Freud, qui va critiquer l'application d'un modèle de psychopathologie adulte Mm. à un modèle de développement de l'enfant normal et à travers de nombreux exemples pratiques, elle va montrer combien les caractéristiques infantiles, soit, et ça vaut toujours, hein, l'égocentrisme, l'enfant est centré sur lui, il a une centration Mm. narcissique et c'est normal, l'immaturité sexuelle, la prépondérance des pulsions sur les réponses adaptatives du moi, l'évaluation du temps, sont finalement une source d'incompréhension de la part des adultes s'ils s'en tiennent à des descriptions des comportements de l'enfant. Et malheureusement, ce qui valait à l'époque, ça vaut aujourd'hui, puisqu'on a tendance à oublier tout ça, puisqu'on réduit quand même l'enfant à un cerveau. Et pour aborder la dynamique de développement sous-jacente, parce que c'est une dynamique, Anna Freud va considérer ce qu'elle appelle les lignes de développement. C'est un concept fondamental qui définit les différentes combinaisons et séquences du développement. Alors, pour le résumer, sur 2 axes et toujours en interaction avec l'entourage. C'est très important de le rappeler à notre époque, je trouve. Donc, il y a l'axe, ce qu'on appelle l'axe libidinal, c'est l'axe du désir, l'axe relationnel, l'axe pulsionnel, qui va aussi avec l'axe de l'agressivité. L'agressivité, c'est naturel chez l'enfant, chez l'adulte aussi. C'est ce qu'on en fait qui compte.
Et puis l'axe de ce qu'on appelle les fonctions du moi dans différents domaines de la personnalité, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'autonomie, du jugement, des apprentissages. Les fonctions du moi, c'est l'axe de l'adaptation au monde. Et elle donne un exemple prototypique qu'elle appelle de l'état de dépendance à l'autonomie affective et aux relations d'objets de type adulte, pour lequel elle va établir un schéma séquentiel évolutif, petite enfance, enfance, adolescence. Ça vaut toujours. Cette démarche séquentielle est appliquée aux lignes de développement qui concernent l'indépendance corporelle, comme l'alimentation, le contrôle sphinctérien, donc la propreté, l'autonomie corporelle, puis à celles qui concernent les investissements relationnels, Oui. les apprentissages, ce qu'on appelle les investissements sublimatoires, la créativité, le dessin, enfin les loisirs des enfants. Et elle propose des observations qui appartiennent à une clinique du quotidien qui est toujours la même. Nous ne sommes pas encore des martiens. Donc, elle va analyser, avec cette grille, on peut analyser aussi bien les activités de vidage, de remplissage des bébés, que les jeux, les loisirs ou encore la réussite scolaire. Et pour chacune de ces lignes de développement, elle va décrire les perturbations possibles qu'elle impute le plus souvent à des facteurs environnementaux, défaillances ou exigences parentales et ou éducatives, et on pourrait ajouter sociétales. Alors, les psychologues cliniciens dont je fais partie sont tous un peu anaphrodiens, même à leur insu, du fait de leur formation, car nous utilisons un référentiel issu de ces travaux dans nos consultations. Oui. Par exemple, nous ne parlons pas de normalité, mais du cadre des variations de la normale. Un enfant peut acquérir la marche entre 12 et 18 mois. On reste dans le cadre des variations de la normale. On a donc d'une part, une grande variabilité intra-ligne de développement, à Oui. l'intérieur de chaque ligne de développement, mais on devra aussi considérer la correspondance entre les lignes du développement Mm. avec ces concepts très cliniques que sont les concepts d'harmonie, disharmonie, d'équilibre, de déséquilibre. Mm. Piaget le disait, c'est piagétien aussi. Pour que le développement cognitif se fasse, il faut créer du déséquilibre, de la surprise, quelque chose à quoi on ne s'attend pas, ce qui va venir mettre en route la pensée, le Mm. raisonnement. Et donc ces notions-là, elles vont venir nuancer les notions de normalité et de pathologie. Et il faut bien insister, surtout à l'époque, à notre époque, où on parle beaucoup de HPI, où on est quand même dans l'idéalisation de l'enfant et HPI, c'est surtout haut potentiel au intellectuel. potentiel Mm. intellectuel. On est dans l'idéalisation du cerveau de l'enfant, on est dans l'humain augmenté, le cerveau augmenté. Eh bien, il faut rappeler que l'irrégularité des lignes de développement, c'est Mm. la norme, Mm. tant du côté du développement relationnel, de l'agressivité, que du côté du moi, des fonctions défensives, adaptatives, de différenciation aussi. Et dans ces conditions, les disharmonies, ce qu'un Freud appelait des disharmonies modérées, ça constitue des profils Mm. intra et individuels et ça rend compte de différences aussi inter-individuelles. Et tout ça, ça compose vraiment les variantes de la normalité. Chacun sait, de toute façon, même intuitivement, qu'un enfant ne se développe pas de manière homogène dans tous les domaines. On a des petits Mm. parleurs, on a des petits marcheurs, on a donc cette hétérogénéité des lignes de développement Oui. souvent en lien avec les investissements parentaux, avec les identifications parentales. On a des familles de sportifs, des familles de médecins, d'ingénieurs, des familles de boulangers, des familles de lecteurs. Et donc, il faut prendre en compte les interactions complexes entre progression, régression. Et voilà, Winnicott disait que pour pouvoir progresser, il faut pouvoir régresser. Enfin, il le disait mieux que ça, mais c'était quelque chose comme ça. Et ces interactions complexes entre progression et régression, à l'instar de celles qui régissent les lignes du développement, elles viennent aussi démultiplier les variantes de la normale. Ah oui. Mais d'ailleurs, les cognitivistes disent pas des choses très différentes avec les processus d'inhibition. Exactement, exactement. Ce que nous, on appelle le refoulement, effectivement, pour pouvoir penser, il faut faire jouer ce que nous, on va appeler des mécanismes d'isolation, c'est-à-dire mettre des choses à l'arrière-plan. Ça correspond exactement aux mécanismes d'inhibition décrits par les cognitistes. Et en même temps, pour apprendre à l'école, on s'est rendu compte que euh,
c'est pas forcément bon que l'enfant, il va pas inhiber. On va partir des préconceptions de l'enfant. Maintenant, au niveau de la pédagogie, on va demander à l'enfant ce qu'il pense de tel ou tel problème, de tel sujet. On va partir de, les enfants ont des préconceptions, mais même les bébés ont des Mhm. préconceptions dès la naissance, Mhm. et donc on part quand même de leurs préconceptions. Les préconceptions, l'exemple paradigmatique, ce sont les théories sexuelles infantiles. Les bébés se font des théories sur la manière dont on fait les bébés, sur la manière dont on aime, dont on s'aime. Et même si elles sont erronées, leurs préconceptions, elles vont mettre en marche leur pensée, leur esprit Mhm. de recherche et leur besoin d'apprendre, Mhm. leur désir d'apprendre. Mhm. Voilà. Et donc, alors bon, ces régressions peuvent devenir permanentes et l'inhibition peut prendre un caractère pathogène, bien sûr. Et Anna Freud a également construit une grille d'évaluation du pathologique, mais ça n'est pas le sujet. Mais en tout cas, on peut actualiser, appliquer à l'enfant d'aujourd'hui ce qu'on appelle maintenant des trajectoires développementales, et notamment cette trajectoire développementale qui va de l'état de dépendance à l'autonomie affective et aux relations d'objets de type adulte. Je pense que le motif de consultation qui est trouble de la concentration, qui est un motif, il ne se concentre pas, vous pouvez l'aider. On est dans cette trajectoire développementale. Ce sont Mhm. des enfants qui n'ont pas d'autonomie de la pensée, voilà, qui fuient en fait l'espèce de contrainte qui devient une contrainte à penser, à apprendre en tout cas. Et j'ajouterais qu'on ne parle plus de stade, mais de positions développementales qui peuvent être réactivées. Voilà. Mhm. Donc, je peux dire deux mots de ce prototype, de cette problématique dépendance-indépendance qui va se jouer toute la vie, c'est-à-dire qu'on part de la dépendance absolue du bébé à sa mère, que Freud a appelé le DZ, c'est la néoténie du bébé. Le petit humain, il est incapable de survivre tout seul, jusqu'à l'autonomie affective et matérielle du jeune adulte. Bon, les grandes étapes n'ont pas varié et sont liées au développement moteur, affectif, relationnel et cognitif. Je prends un petit exemple, la marche. Le bébé qui se met à marcher, la marche, c'est une étape importante, mais pas seulement au niveau moteur. Ça commence même avec le quatre pattes, parce qu'au niveau relationnel, même le quatre pattes, ça va permettre au bébé de décider de la Mhm. distance ou du rapprochement avec l'adulte. Mhm. Jusque-là, on le posait et il ne pouvait pas bouger. Et puis, il faut dire aussi qu'on voit le monde différemment selon qu'on est couché dans un berceau et selon qu'on se tient debout et qu'on se met debout. Donc, on peut conserver les étapes petite enfance, socialisation, capacité à être seul, aussi à se séparer, capacité à supporter l'absence et à se représenter les objets absents, à évoquer les objets absents. Au moment du complexe d'Oedipe, si on le résume, hein, vraiment, c'est la capacité à, c'est tolérer d'être exclu de la relation de couple, donc c'est perdre sa toute-puissance d'enfant au centre. C'est l'accès aux jeux symboliques, puis la socialisation avec l'école, les apprentissages, et puis ensuite on a l'adolescence avec ses remaniements, ses projets identificatoires. Voilà. Mhm. Mais je trouve que l'autonomie, c'est le problème majeur dans les consultations d'aujourd'hui, tant avec les enfants qu'avec les adolescents. Et c'est vrai qu'éduquer un enfant, c'est, alors ça fait des, on a des polémiques très très contemporaines et qui ne sont pas très productif finalement, mais éduquer un enfant, c'est vrai que c'est doser suffisamment les gratifications et les interdits Mhm. pour que cette dynamique progression-régression puisse se poursuivre sans fixation rigide à un système de défense, ce qui serait pathologique. Bon, puis on peut même pas dire il faut faire ceci Mhm. ou cela. Voilà. Mais en tout cas, les apports d'Anna Freud ont vraiment inspiré les débuts de la psychiatrie de l'enfant, ont modifié les prises en charge institutionnelles à la faveur de l'éclairage psychanalytique, les réunions de synthèse en institution, les comptes rendus d'évaluation psychologique que nous faisons encore aujourd'hui, enfin, peut-être plus pour très longtemps, mais bon, on le fait encore, et en tout cas on l'enseigne, sont encore très imprégnés de cette vision plurimodale, globale et complexe, à l'instar du développement psychique. Et on peut même supposer que les catégories nosographiques dites troubles du développement, enfin qu'on appelait troubles du développement, sont largement inspirées à leur corps défendant par cette construction diachronique et métapsychologique, sans toutefois en avoir intégré les subtilités et la profondeur. Voilà Très pour bien. ce qui est du Mais alors développement. l'école là-dedans, parce que l'école, elle se Alors, cale aussi. Il y a l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée. Est-ce que tout ça tient la route? Est-ce qu'il y a une logique développementale?
Oui, alors, il y en avait une. Il y en avait une sur le papier depuis assez longtemps. L'école est organisée en cycle Oui. d'apprentissage, alors inspiré aussi hein, par l'approche développementale. Donc, ces cycles d'apprentissage, ils ont été définis il y a quand même un certain temps par la loi d'orientation de 1989 qui est venue en lien avec les recherches sur les rythmes biologiques de l'enfant. Et ça a été remanié en 2014. Alors, on a le cycle 1, qui est le cycle des apprentissages premiers, qui Oui. couvre les 3 années de maternelle, petite section, moyenne section, grande section. Ensuite, on a le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux, qui couvre CP, CE1, CE2. Et enfin, le cycle des approfondissements pour le CM1, le CM2 et la sixième au collège. Et donc au départ, ça permettait de prendre en compte la temporalité, les différences développementales et de rythme, c'est-à-dire que, en principe, on peut réduire un cycle ou l'allonger. Par Mhm. exemple, un enfant pouvait apprendre à lire parfaitement et compter en 2 ans, et une réduction de cycle était possible, mais on pouvait aussi allonger le cycle et qu'il apprenne en 4 ans. Ça, c'est pour la variabilité interindividuelle. Et ça prend aussi en compte, alors en théorie, hein, les lignes de développement, donc la variabilité intra-individuelle, puisque dans l'idéal, ce cycle concerne aussi un domaine d'apprentissage. Un enfant peut avancer plus vite en mathématiques et moins vite en français, et ça appellerait évidemment un enseignement assez individualisé ou en petits groupes qui prendrait en compte les caractéristiques intra-individuelles de chaque enfant. Mais comme souvent, on a un hiatus entre la théorie et la Mhm. pratique qui correspond à un manque de moyens, hein. On revient toujours à l'argent. On conçoit que c'est difficilement applicable dans une classe de 30 élèves. Alors, pour être un peu positif, les zones d'éducation prioritaire bénéficient tout de même de ce qu'on appelle le dédoublement des classes, ce Mhm. qui permet de petits effectifs. Et souvent, on a des enseignants créatifs et motivés qui parviennent à impulser une dynamique très positive, très positive. Parce que à l'école, l'enfant n'existe pas non plus sans les adultes, sans les enseignants. Et là, il y a quelque chose d'important quand même qu'on a peut-être moins en tête aujourd'hui, c'est que la relation pédagogique, elle mobilise aussi des éléments transférentiels et contre-transférentiels au sens large. On a Oui, tous des souvenirs d'enseignants bien sûr. qui nous ont marqués, qu'on a investis, à qui on avait envie de ressembler. Ce que Colette Chilan résumait très bien au sujet de l'école maternelle, elle disait cette phrase, elle disait que les jardinières d'enfants sont bien nommées si elles arrosent l'enfant de libido. Bon, elle disait ça en 1989. Et pour avoir enseigné en maternelle dans une autre vie, je peux dire que c'était un lieu privilégié pour faire advenir les subjectivités des petits chercheurs et explorateurs que sont les enfants entre 3 et 6 ans. C'était très plaisant. Alors, j'ai trouvé que ça s'était gâté il y a déjà bien longtemps avec l'apparition, donc en maternelle, des évaluations pour les enfants, notamment les petits smileys souriants ou faisant Mhm. la grimace. Ça n'a pas toujours existé, ça. Et depuis, pour le dire rapidement, la convergence d'éléments comme la révolution numérique, l'avènement des intelligences artificielles et surtout le remplacement de la psychopathologie développementale par les troubles neurodéveloppementaux sont venus réduire l'enfant à un cerveau neurotypique ou neuroatypique. Alors, avec de bonnes innovations comme la prise en compte des élèves dits à besoins particuliers, mais encore faut-il savoir ce qu'on entend par besoin particulier et comment on y répond. Mhm. Là encore, on voit combien il n'existe pas de modèle athéorique. Nos propres appuis théoriques sont aujourd'hui balayés par l'extension de la catégorie handicap, qui tente à supplanter la perspective psychopathologique en régressant à une approche défectologique, malgré les bonnes intentions des lois portant sur le handicap et l'inclusion. Et il faut quand même voir que l'idéal se substitue à la norme, donc avec les enfants à haut potentiel Mhm. intellectuel, et que la référence au temps et au développement est balayée. C'est ce que moi j'ai appelé l'effet de serre en clinique infantile. On Mhm. donne plus de temps au temps. Et je trouve que les prothèses tendent alors à se substituer aux appuis psychiques, à la contenance que représentait cet arrosage bien tempéré, suffisamment bon des professeurs des écoles. Cela va des ordinateurs pour les dyspraxiques, ou pour tout le monde même, aux tunnels. Donc il existe des tunnels de l'attention pour les enfants TDAH, qui sont des sortes de casques destinés à isoler l'enfant des distracteurs
comme si la distraction ne pouvait pas venir de l'intérieur. On a des coussins sensoriels avec des petits picots et autres inventions diaboliques à mon sens. Et pour évoquer dans cette même mouvance le lycée, on se rend compte quand on reçoit des adolescents, des parents, que Parcoursup, par exemple, Mhm. c'est le cauchemar des parents et des enfants et c'est vécu comme une sorte de Oui, robot implacable oui, qui va décider du cours de votre vie et oui, c'est assez terrible. oui, Même il y a peut-être beaucoup de fantasmes là-dedans, mais tout de même, c'est assez implacable. bien Et sûr. donc, moi, je propose de considérer tous ces dispositifs. Alors, qui sont certainement nécessaires, mais c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on en fait, hein, ce sont des pharmacones finalement. Je propose de les considérer, donc ces dispositifs que sont les prises en charge multiples et essentiellement neurocognitives, même les dispositifs humains comme les AESH, Mhm. qui sont peu formés, qui sont souvent en difficulté, tous ces dispositifs technologiques, informatiques, les ordinateurs, les logiciels spécifiques du type cartable fantastique, eh bien, je trouve que ce sont des prothèses qui, malheureusement, se substituent aux appuis internes et Mhm. externes qui fondent le développement. Le petit humain, il grandit en se soutenant d'appuis multiples qui se potentialisent, qui s'internalisent, depuis ce qu'on appelle le holding bien tempéré, le portage du bébé, jusqu'au support identificatoire porté aussi par l'environnement. Alors, pour conclure tout de même sur une note positive, on ne pourra pas cependant empêcher l'enfant d'investir les adultes qui s'occupent de lui, puisqu'on ne peut pas ne pas investir, et c'est un investissement croisé qui fait aussi appel à l'enfant dans l'adulte, à nos capacités identificatoires et empathiques, puisque comme le disait Freud, l'enfant est le père de l'homme. Alors certes, les conditions pour que alors ce qui garantit le développement de l'enfant, c'est ce que Pierra Olagnier a appelé le contrat narcissique. C'est qu'il a une place dans la société, qu'il a une place et un temps. Une place et un temps pour qu'il se développe. Et donc les conditions pour que le contrat narcissique puisse garantir le processus de subjectivation, le développement, c'est vrai, sont mises à l'épreuve par les mutations sociétales actuelles, mais les termes en demeurent tout de même Mhm. inchangés et nécessaires. Et je vais conclure avec cet aphorisme de Pindaré, un poète grec du 5e siècle que j'aime beaucoup. Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant? Mhm. C'est-à-dire devenir ce que l'on est, certes, mais après l'avoir appris ou reçu. Et Mhm. on revient à la transmission. Mhm. Ah ben, merci beaucoup. C'était d'une extraordinaire richesse et ça nous montre que le développement de l'être humain, de ses premiers jours à l'adolescence et après, ben, c'est encore, ça relève d'une extrême complexité, que tout est en interaction avec tout et que nous avons un cerveau, des cognitions, des émotions, un désir, des proches, une société, une culture, une religion et que tout ça contribue à nous construire. Et que bien sûr, faire de la science avec ça, c'est extraordinairement compliqué. Voilà, et renoncer au développement idéal. Il n'y a pas de développement idéal. Voilà, Et du coup, soyons des parents apaisés. exactement. Eh Merci bien, merci Bruno. beaucoup. Merci Catherine. À bientôt. Merci, à bientôt.